忍者戦隊カクレンジャー。平和あふれる世の中に突如現れましたる妖怪ども、カッパ塗り壁黙々連おぼろ車に楽々首だが、その時秘められた力が輝いた。月夜をかけ闇をピクッと切り裂く、これぞ忍者。それが俺たち忍者レッド助け、忍者ホワイト鶴姫、忍者ブルーサイド、忍者イエロー正解、忍者ブラックジュラヤ、溢れるパワー解き放つ隠れる忍法、巨大重症の術、冒険の旅、忍法の戦い、勇気の炎、これこそ忍者戦隊カクレンジャー。Bonjour à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment vas-tu mon cher Fabien? Ça va mon cher Jordan? Remis de l'aventure avec la famille Fukube? Exactement. Ouais, super. Exactement. Là on change de délire là, hein. Ah on ouais, passe à autre chose là. Donc on retrouve nos super-héros colorés puisque Super Sentai. il était temps de vous parler de Kaku Ranger qui est sorti déjà depuis mai dernier chez Shoot Factory, mais bon, les événements faisant qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, donc... La France passe avant tout. Exactement. Donc le Toku Focus sera consacré à la série et au film qu'il y a eu de Kaku Ranger. On vous parlera donc comme d'habitude du coffret. Dans la Toku Cave, on vous parlera d'un livre sur le Super Sentai et surtout sur les créatures monstrueuses de ces séries. Et enfin, dans le Dikotoku, on va vous parler d'un acteur de cette série. Mais on lance tout de suite le Toku Focus. Ninja. Troisième série de Super Sentai à sortir chez Shoot Factory, donc Kaku Ranger, l'escadron des ninjas. Donc, Fabien, est-ce que tu peux nous raconter le pitch global de l'histoire? Oui, alors en fait c'est la troisième série mythologique de la Toei, donc après... The Ranger qui s'occupait des dinosaures, des Rangers donc qui étaient plus basés sur la mythologie chinoise et sur les techniques d'arts martiaux chinoises. Là, on en revient à quelque chose de fondamentalement japonais, donc avec toute la mythologie qui entoure les ninjas et surtout les yokai, puisque cette fois-ci ce sont les fameux yokai, donc les monstres de la mythologie japonaise, mythologie en général rurale et maritime, qui envahissent la Terre. Et donc, on a un groupe de 5 jeunes, en fait, 4 japonais et un américano-japonais qui forment une nouvelle équipe de Sentai, mais placée sous le signe des ninjas cette fois-ci. Donc, nous avons 5 nouveaux personnages. Donc, nous avons Sasuke, Saizo, Seitai, Tsuruhime et Jiraiya. Et donc ils vont devoir se battre contre les yokai et contre leur chef, le jeune prince qui a une guitare qui est une guitare électrique. Et par la suite le roi même des yokai. Tout à fait, voilà. Daimaru. Et en fait le jeune prince c'est un Gashadokuro, hein, donc c'est un yokai en forme de squelette. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la série? C'est vrai que moi j'avais fantasmé cette série pendant des années et comme beaucoup de gens, moi je l'ai découverte par le biais de la troisième saison de Power Rangers dans lequel on avait introduit les fameux ninjas Megazord et les Shogun Megazord. Et le pouvoir ninja. Le pouvoir ninja. Et c'est vrai que dans cette série-là, on a un contexte qui est complètement différent tout en prenant la même histoire, puisque cette fois, les 5 guerriers sont en fait les descendants
de guerriers d'une famille de guerriers ninja, ce qui est déjà intéressant puisque ça ancre encore une fois l'histoire dans une mythologie séculaire japonaise. Et en fait, les yokai étaient déjà là avant aussi, sauf que ils reviennent dans le monde en 94. Ce qui donne déjà à la série une ambiance assez particulière, parce que là, on n'a pas de général qui crée des monstres, on n'a pas cette idée comme ça de récurrence. C'est qu'on sait déjà dès le début que la série sera sur la longévité, puisqu'on sait qu'il y a des yokai par milliers, et que donc on aura des monstres qui reviendront en permanence. Il n'y a pas ce running gag de dire « Ah, je vais créer un monstre, ah, il a été détruit, oh, on en recrée un nouveau. » Puis, tu sais pertinemment que déjà, c'est quelque chose qui va aller dans le temps et qui ne va pas s'arrêter. Tout à fait. Les personnages sont un peu plus proactifs que d'habitude, puisque là, ils n'attendent pas que la situation se passe, puisqu'ils parcourent le Japon dans leur chabus, le Nekomaru. En fait, parce qu'ils font des crêpes. C'est leur boulot au quotidien, ils font des crêpes pour les enfants. Ils ont un magasin de crêpes dans leur camion, ce qui est intéressant. Pourquoi pas. Et en fait, chaque personnage est inspiré de noms de ninjas connus et réputé. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie cette fois-ci dans les monstres. On a juste l'ensemble des yokai et le prince et le roi. Et puis surtout, entre guillemets, les généraux, faut attendre vraiment un petit moment avant de les voir. Le prince, tu le vois pas tout de suite. Et le roi, c'est pareil, tu le vois presque à la moitié de la série. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans la première série, on a un ton plutôt léger. Avec beaucoup de cassage de quatrième mur, beaucoup de réflexions un peu méta, donc ça joue énormément sur l'humour. On a beaucoup d'anomatopées, comme dans la série Batman des années 60, où dès que les mecs tirent leur flèche de ninja, on va marquer zap zap, ou pow, ou bunge. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est comme tu le dis, la série casse le quatrième mur. C'est qu'à chaque fois que par exemple vous avez un yokai qui apparaît, vous avez un narrateur dans le pur style japonais qui interrompt l'histoire et qui dit « Ah, mais ce yokai-là, c'est lui, il fait ça et tout. » En fait, ce personnage-là, il est inspiré des Benshi. Les Benshi, c'était les commentateurs de cinéma à l'époque du cinéma muet. C'est-à-dire que les gens au Japon allaient au cinéma, et donc il y avait toujours un commentateur, ce qu'on appelle les Benshi, qui racontait l'histoire. En général, c'était pour les films occidentaux, et racontait l'histoire tout en y injectant de l'émotion en plus. Et c'est vrai que la première partie de la série, on trouve ce personnage-là de manière régulière, dans tous les épisodes au début et à la fin. Et à partir de l'épisode 23, il y a un long, on va dire, arc dans lequel les personnages doivent libérer des humains qui sont encastrés dans des pierres. C'est à ce moment-là où le prince, justement, prend le contrôle. Parce que l'idée, c'est justement de réveiller le roi, et donc ils utilisent comme ça une ancienne magie. Tout à fait. Et en fait, les 5 personnages, les 5 héros, doivent trouver des manuscrits sacrés, des parchemins sacrés, et ils doivent se séparer. Donc du coup, il y a une quête qui s'amorce, qui est vraiment une quête initiatique et spirituelle, où chaque personnage va devoir affronter ses peurs les plus profondes et se surpasser pour obtenir finalement le parchemin. Et du coup, déverrouiller un nouveau mecha. Un nouveau mecha. Même si Sasuke doit encore une fois accomplir la tâche du héros parce que c'est le raid, c'est forcément elle, Tsuruhime, qui est le cœur émotionnel du récit, c'est sa quête à elle. Il y a toute une histoire avec son père qui est passionnante, qu'on suit de bout en bout. Oui, et puis surtout, c'est la seule qui est clairement entraînée là pour ça, qui est clairement... On sent que le prestige est sur elle, et on sent que c'est à elle qu'il incombe de gérer cette histoire et de mener l'équipe au terme de leur mission, en fait, de sa mission. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre, moi, personnellement ? Alors, je trouve que la série, justement, a atteint son point culminant pendant cet arc d'épisodes. Ensuite, vers la fin, avant les 3 derniers épisodes, je trouve que ça redescend un peu. Il y a beaucoup d'épisodes filler où on sent qu'ils essaient de faire du remplissage que la série atteigne son quota d'épisodes. Il y a des trucs très marrants. Il y a l'épisode où on voit justement le commentateur diriger une équipe de télé, où ils vont faire une enquête caméra à l'épaule au plus près. Puis là, ça brise quand même le quatrième mur. Complètement.
il est censé être extérieur à l'histoire, et puis d'un coup il arrive comme ça dans l'histoire, et il va gratter l'intimité des Kaku Rangers. Alors tu le vois, il va les réveiller, enfin il va les filmer quand ils dorment au réveil et tout, il va faire des interviews et tout, enfin c'est totalement fou, et c'est la dernière fois où il apparaît d'ailleurs. Ouais, c'est la dernière fois qu'il apparaît. Je trouve que c'est vraiment cette série-là qui a vraiment fait basculer le Super Sentai dans les années 90 pur, puisque à un moment donné on a cette séquence où le prince fait cette chanson de hard rock. Mais lui, de toute façon, il est totalement anachronique du reste des méchants de Sentai. C'est que t'as jamais vu ça. Dire c'est un mec qui n'a rien à faire là, en fait, au final. Et c'est pour ça, je pense, qu'il donne un certain intérêt au personnage. Tout à fait, ouais. Ce que je trouve assez intéressant dans la série, c'est qu'ils introduisent ce nouveau personnage qui est le fameux Ninja Man. Le personnage en soi, il est intéressant dans sa fonction, mais je trouve qu'après, il devient un gimmick. C'est-à-dire que dès qu'il y a un monstre à battre, il se fait traiter à chaque fois de novice, et il s'énerve, il se transforme en Samurai Man, et bam, à chaque fois il est... Et vers la fin, je trouvais que ça devenait un peu répétitif là-dessus. C'est pour ça que je pense que quand on compare cette série-là aux autres de l'époque, je trouve que c'est bien meilleur que Zio Ranger, mais que ça reste légèrement en dessous de Die Ranger. Ouais, et pourtant, on arrive au point qui me gêne un peu dans la série. J'aime beaucoup la série, mais moi, il y a un truc qui me gêne, c'est les Deus Ex Machina. La série a énormément de Deus Ex Machina, surtout pour résumer au final la façon d'obtenir les nouvelles armes et les gatai. C'est qu'il y a un épisode, ils n'arrivent pas à battre un monstre, hop, ils envoient un truc, hop, il y a des nouveaux robots qui arrivent, il y a l'oiseau qui arrive, on ne sait pas comment, on nous fait comprendre qu'il s'est réveillé, tout ça, mais ok, pourquoi pas, mais c'est un peu gratuit. C'est comme les motos, les Shark Machines qui arrivent, des voiles sont là, mais ils avaient ils avaient sa moto. Puis il y a ça aussi, pareil, il y a un autre monstre à détruire. Il y a l'oiseau qui arrive, il dit au rouge, tiens, voilà une épée pour le battre. Ok, voilà, je trouve ça un peu gratuit. Et en même temps, il y a des robots, il faut une quête initiatique, il faut tout ça. Donc, par moment, on a clairement l'impression qu'ils ne savaient pas comment gérer le truc, et de l'autre, c'était ça qu'ils voulaient mettre en place. C'est juste ça, moi, qui me gêne, c'est que des fois, ça repose un peu sur des Deus Ex Machina. La fin aussi est un peu faiblarde. Tu t'attends quand même à un petit combat de géants. C'est un peu... moi, j'ai trouvé que le méchant, il était sympa, mais... il disparaît à chaque fois qu'il y a un combat de robots. Je suis plus sensible quand il y a son doppelganger Dala. Ça c'était bien, quand il le crache, il le fabrique, tout ça. Le triple épisode où il apparaît, ça, c'est génial, c'était vraiment dingue. Mais après, le méchant lui-même, il est bien, mais il est un peu passif. À la limite, c'est peut-être mon seul problème. J'ai pas été touché par le combat final, mais plus par l'épilogue. Ouais. Où on les voit tous les 5 en train de souffler. Et je trouvais ça très, très touchant. Enfin, moi, je suis toujours plus sensible aux épilogues plutôt qu'aux combats en eux-mêmes, voir ce que les personnages deviennent après. Moi, c'est l'inverse. Parce que oui, voilà. Moi, je m'attends, tu vois, à un vrai fight. Pendant toute la série, tu as suivi ce combat entre les gentils et les méchants. Tu t'attends à ce que ça scène, quoi, à la fin. Moi, je suis moins. Enfin, s'il peut y avoir les deux, c'est encore mieux. Mais je suis plus sensible à l'aspect émotionnel qu'à l'aspect pyrotechnique, même si c'est vrai qu'un grand final, c'est ce qu'on veut à chaque fois. Un point fondamentalement fort de cette série, c'est la musique. Monsieur Kawamura. Toujours lui, Monsieur Eiji Kawamura. Tout fonctionne dans les chansons, les musiques, tout est absolument génial. Ça fait partie de ces séries-là qui ont réussi le rapport entre image et son. Ouais. Entre rapport et musique. Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que les chansons du Prince, elles fonctionnent très bien à l'écran. Géniales. Et puis surtout, quand tu regardes la façon de réaliser, qui est clairement à la limite du vidéoclip par moment. La musique, elle est en totale adéquation avec ce qui se passe à l'écran. Même si on sent que des fois c'est un peu de la banque de sons, on sent qu'ils ont réussi vraiment à coller à la perfection entre musique et image. Et franchement, je me souviens pas de séries, je me souviens de très peu de séries qui ont réussi à faire ça, je trouve. Un exemple, en général, au bout d'un moment, quand tu regardes plusieurs épisodes, tu zappes le générique d'ouverture, alors de que fin. Là j'ai envie de les réécouter à chaque fois. Même la musique de fin, la Doro Doro Dron. Ça fonctionne. Il y a un rapport rare qui marche bien dans cette série, je trouve.
Moi, ce que j'aime aussi, c'est la relation avec le cinéma américain, donc, qui est introduite par Jiraiya, qui est un Kaku Ranger plus ou moins américain. Hein. Au début, il parle anglais, tout ça. L'épisode dans lequel il apparaît, d'ailleurs, s'appelle American Ninja, qui fait clairement écho au film. On développera pendant la partie mais globalement, ça fait clairement écho au film de la canon, ce qui est normal, compte tenu le passif de l'acteur. Ce que j'aime bien aussi dans la série, tu vois, c'est le fait qu'il y a un Sentai maléfique, entre guillemets, puisqu'il y a 5 filles qui sont sous le contrôle du prince. Flower Sister. Et que des filles. C'est que des filles, et je trouve ça intéressant, les combats entre les Sentai gentils et le Sentai méchant, en gros, puisque c'est une idée aussi qu'on va retrouver dans plusieurs autres séries, notamment dans Mega Ranger, il y avait une équipe maléfique, tout ça. Non, moi je trouve ça intéressant qu'ils aient poussé le vice jusqu'à... On a souvent des épisodes où les Sentai se font contrôler, ce genre de choses, mais on avait rarement des équipes purement méchante. Bah là, il fallait en arriver à ce niveau-là. En fait. Et une équipe que de filles, en plus. Et c'était intéressant de se dire qu'ils ont créé au final quelque chose de logique. Pourquoi les gentils auraient leur équipe de Sentai et pas les méchants, au final. Tout à fait, ouais, bien sûr. Et c'était assez intéressant. Et puis surtout, les couleurs qui sont utilisées sont quand même des couleurs assez ternes, qui s'opposent aux couleurs criardes quand même des Kaku Rangers. On a du vert kaki, du bleu violet, marine. Voilà, c'est quand même des choses assez ternes. Plus sombres, oui. Plus sombres. Et ouais, non, franchement, ça révèle des séquences assez intéressantes, des séquences de combat quand même qui sont assez bien fichues et assez intéressantes. Beaucoup de choses positives. Il y a des couches dans cette série qui sont assez intéressantes. Beaucoup de choses positives. Moi, j'ai eu l'impression de voir entre guillemets un Die Ranger bis pour l'aspect mythologique, l'aspect cheminement, tout ça. Mais en même temps, ça parvient à s'extraire totalement de cette comparaison et je trouve ça bien parce que finalement, c'est des gens qui font des arts martiaux, qui combattent des créatures millénaires, donc on pourrait penser que c'est la même chose, mais finalement, ils réussissent à faire le contre-pied et ça je trouve ça cool. Ouais, moi j'aime beaucoup la série par son dépouillement, je trouve qu'il y a une simplicité de revenir juste à des fondamentaux. Ninja contre yokai, c'est très simple. Et puis surtout, niveau costume, c'est simple. L'équipe, elle est constituée de 5 personnes. Il n'y a pas de quand même, y a pas de cliffhanger ou de bait avec un 6e personnage. Ouais, mais c'est quand même intéressant à voir parce que bon, même si Ninjaman fait office de 6e Ranger, bon, il l'est sans l'être, et avoir 2 séries où tu en avais un qui était là toute la série ou presque, revenir à une équipe de 5 héros basiques, ça fait pas de mal. Cool. Ça fait pas de mal, ouais. Et puis pareil, on a très peu de merchandising dans la série, je trouvais. Relativement un peu plus que dans Die Ranger quand même, mais c'est pas sacrifié sur l'autel du merchandising. Non, je suis assez d'accord avec toi. Ça, c'est sympa. Donc, la série disponible chez Shoot Factory, hein, comme d'habitude. On a 10 DVD, comme d'habitude, hein, les coffrets sont les mêmes, hein, que ce soit Ziu, Die Ranger ou celui-là, c'est la même marque de fabrique. Et ça marche à chaque fois. Et ça marche à chaque fois. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment ancré comme une collection. Il y a une belle collection. Ouais. Ça c'est sympa. Ils ont vraiment pris la même charte graphique en permanence. Ça, c'est cool. Là, ils viennent d'annoncer Oranger pour octobre-novembre. Donc, on continue sur les séries adaptées par Power Rangers. Vivement la suite. Ouais. Bon, évidemment, comme le même problème que Die Ranger, il n'y a pas le film dedans, mais bon, on avait expliqué le problème de droit. Moi, je l'ai sur le DVD Toei. Le film est sympa, mais bon... Ouais. Alors, le film, justement, bon, c'est une histoire classique. Hein, un cyclope. Ouais, c'est sympathique, mais bon, c'est un épisode de plus. Quoi. Oui, voilà, je trouve qu'il y a rien de... le seul bémol que j'ai, c'est qu'on réutilise des stock shots de The Ranger. À un moment, il y a tous les buildings de Tokyo qui sont regroupés. Il manque juste un plan et on voit le palais de Pandora arriver. Ah, oui. Bon, c'est un peu gratuit quand même. Pour un film, c'est un peu dommage. Mais bon, ça se laisse regarder. Le film est sympa, sans plus, mais ça se laisse regarder. La série est cool. Moi, j'aimerais parler, juste pour finir, de Super Sentai World. Le crossover avec les... Si tu veux. Alors, t'as Fiveman, Jetman, Zeo Ranger, Die Ranger et Kaku Ranger.
Là, c'est pareil. C'est sympa, mais... C'est du niveau de Kamen Rider World. Et encore, j'ai trouvé que Kamen Rider World était avait peut-être un cheminement un peu sympa. Là, c'est clairement... Il y a un monstre qui arrive, hop, tu sais pas pourquoi, il y a 5 équipes de rangers qui arrivent. Ça n'a pas trop de valeur, ce type. Et puis le combat entre les Gatai et le monstre, enfin, il n'y a pas de plus-value, c'est toujours le même problème, quoi. Et puis c'est moche, quoi. C'est juste ça, c'est pas beau. Non, pour moi, c'est pas vraiment des œuvres qui comptent. Mais... Non, franchement, la série, par contre, elle est à voir et je pense qu'on peut la revoir plusieurs fois d'affilée sans être lassé. Non, c'est la moi, quand la série est finie, j'avais qu'une hâte, c'était de me taper le film parce que j'étais déjà en manque de cette équipe. Pour prolonger l'expérience. Non, mais... Ils sont très attachants, c'est ça, et j'étais triste à la fin parce que je me suis dit, c'est fini. Et pourtant, la série a quand même 53 épisodes au lieu des 50 habituels. Ils ont fait durer le truc. Hein. Non, c'est très très sympa. Bon, on enchaîne alors. Ouais. Alors, il y a quelques temps, je me baladais dans le quartier de l'Opéra à Paris et je suis tombé... et je suis tombé dans la librairie japonaise Junku sur ce livre. En fait, c'est un recueil de design de monstres en fait, de l'univers des Super Sentai. Donc là, c'est le premier volume. Il y a 2 volumes en fait. Ce premier volume va de 1975 à 1995, donc globalement de Go Ranger à Gaku Ranger. Et vous avez les designs des monstres qui ont été utilisés dans les séries, donc allant des petites créatures lambda, voilà, jusqu'aux monstres, les monstres plus connus, plus... Faudrait que je me procure ça à l'occasion. Hein. Ah, le fameux Silva. Voilà, par exemple... Le magnifique Silva, excellent. Voilà. Et puis après, vous avez vraiment tous les personnages. Hein. Vous avez là, par exemple, allez, si vous voulez un petit peu, allez, on va mettre un petit peu de The Ranger. Oui. Voilà, un petit peu de The Ranger là. Pandora. Il y a très peu de décalage entre les designs et les costumes. Oui, ça des fois il y en a, on passe par plusieurs formes de... C'est Jetman, ça. Ouais, ça c'est Jetman. C'est Jetman, ouais. Mais donc... C'est là que tu vois aussi l'évolution et les différents partis pris à chaque fois de thématiques selon les séries. C'est ça qui est intéressant. Jetman, on avait des monstres du quotidien, basés sur des objets quotidiens. Et alors que sur les autres séries, on a des créatures plus mythologiques, le prince, donc le Gashadokuro, qui est magnifique. Non, franchement, donc moi c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à le parcourir. Franchement, déjà les livres de design c'est toujours cool, mais alors en plus quand vous avez 20 ans de design, donc allez, on va dire 50 monstres fois 20 ans de série, c'est quand même, ça commence à chiffrer. Et du coup, ils sont tous collectés là-dedans. Et le livre, si vous ne le trouvez pas sur Paris, vous pouvez encore le commander au Japon, notamment sur Amazon. Ça doit être un peu plus cher, à mon avis. Mais c'est à voir juste pour la qualité des designs et surtout, vu que là, ils sont à plat, vu que c'est des aplats, on a la possibilité de les voir. Ils sont presque tous de 3/4 en plus. Ouais, donc on a vraiment le temps d'observer les détails, chose qui est peut-être pas forcément possible dans les séries, mais là on a vraiment le temps de voir. Puis surtout, j'ai l'impression que il y a souvent des différentes matières qui sont utilisées dans les dessins. Voilà, là on voit pas vraiment ce que c'est parce que c'est du scan, mais Dr. Man. Voilà, et puis son fils, et puis... le prince. Là, on a un gros plan sur la tête, on a un gros plan sur les mains et tout. Non, on a vraiment l'occasion de les voir en détail et surtout de voir réellement parce que divers dessins, il y a des étapes de fabrication. Donc c'est vraiment un petit bijou et je suis bien content d'avoir trouvé ça parce que franchement, c'est quand même assez joli.
Et c'est surtout, c'est cool que la Toei nous permette d'avoir ce genre de documents de prod à disposition. Donc ça, c'était vraiment sympa. Bah, super. Voilà. Bon alors mon cher Jordan, pour ce Dikotoku, on va parler d'un des acteurs de Kaku Ranger, un acteur avec un... Cette fois, pas de suite acteur, pas de... Non, un vrai. Pas de technicien, non, un acteur de devant la caméra. Un acteur de visage. Puisqu'on va vous parler de Monsieur Kosuji, Kane Kosuji. Kane Kosuji, qui joue donc Jiraiya le ninja, donc Ninja Black, et qui est quand même un acteur qu'on a vu plusieurs fois dans Tokusatsu quand même. Oui, tout à fait. Sans qu'on le remarque. C'est un acteur intéressant parce que lui aussi c'est un acteur alors, qui a une position un peu particulière parce qu'il est issu du métissage, puisqu'il est le fils d'un acteur japonais et d'une dame qui vient de Chine. Et qui surtout a grandi aux États-Unis. Et il est né là-bas, il est né à Los Angeles. Aux States, en 1974. Et lui, il vient d'une lignée aussi d'acteurs intéressants, puisque son père n'est autre que Sho Kosuji, qui est un acteur japonais qu'on a vu dans de nombreux films de ninja, et notamment des films de la canon, puisqu'il était dans... Revenge of the Ninja, Implacable Ninja... Hunter the Ninja, ouais. Ninja 3 Domination, je crois, qu'il était là-dedans. Exactement. Enfin voilà, c'est une des têtes d'affiche de la canon quand il s'agissait de faire des films de ninja. C'est ça. Quand ils étaient asiatiques, c'était lui qu'on voyait. C'est lui Ninja Man, c'est le vrai Ninja Man, c'est lui. Et c'est marrant parce que son fils, lui aussi, finalement, a fait une carrière un petit peu... Mais il joue dans un des films, justement, avec lui, où il est tout petit, je sais plus dans lequel que c'est, mais il a 4 ou 5 ans. Enfin voilà, et puis surtout, il a enchaîné aussi les films dans la lignée de son père, j'ai envie de dire. Et c'est marrant parce que je disais tout à l'heure, puisque le premier épisode où on voit Jiraiya s'appelle American Ninja, et que American Ninja c'était un film produit par... et puis surtout c'était une franchise de films, notamment avec Michael Dudikoff, puis David Bradley. Donc ils en ont fait 3 ou 4 ou 5, je sais plus, de films American Ninja. Mais déjà, la série s'ancre dans un héritage post-canon quand même. Et ça se voit surtout dans l'épisode où il combat son père. Ouais, voilà, on peut dire que ce rôle de Jiraiya, c'était un peu le rôle qu'il a fait vraiment, vraiment connaître. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que donc Sho Kosugi joue dans un épisode en 2 parties où il ne joue pas son père, mais il joue le rôle de son instructeur d'arts martiaux. En fait, c'est un peu la relation Kenji Oba Sonichiba, mais inversée. C'est-à-dire que dans XOR, Shiba, qui est donc l'instructeur de Oba, joue son père, et là par contre c'est l'inverse. Ce qui est d'autant plus pertinent parce que le père de Jiraiya, spoiler, donc allez-vous-en, on le dit dès le début, il est mort parce que c'est un policier à Los Angeles, il meurt au cours de son service, et c'est donc son instructeur, Gali, voilà, qui le prend sous son aile et qui finalement a une fonction paternelle plus importante que celle de son père. Puisque c'est lui qui l'a élevé comme un fils et qui lui a tout appris. Voilà. Et le combat entre les deux... Mais c'est là où on sent quand même que c'est quand même des bêtes d'arts martiaux, parce que quand ils se touchent, on le sent, quoi. Je veux dire, on voit que c'est pas des trucs amicaux, ils y vont au combat, au contact, et ils finissent en sang quand même. Ils finissent quand même dans la sueur et dans le sang, mais autant l'un que l'autre. Et émotionnellement, il y a une puissance dans ces 2 épisodes. On sent qu'ils sont obligés de se taper dessus, et jusqu'à la mort, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ça quand même qui ressent de la scène. Quels sont les autres rôles marquants de ce cher Kane ? Surtout, on l'a vu dans Ultraman Powered. 95. Ouais, où en fait donc c'était une coprone entre les États-Unis et Tsuburaya, où il joue le rôle titre, il me semble. C'est ça, il joue le rôle titre. That's it! Like my shot! Et surtout, on l'a vu dans Godzilla Final Wars, où il joue l'un des soldats mutants. Le DF. Il joue le rôle de Kazama, donc qui
qui est le rival du héros de titre. Et Ozaki. Ozaki, voilà, le rival d'Ozaki. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il retrouve au final, on l'avait dit, mais il retrouve, grâce à Final Wars, sa doublure, donc son suite acteur de Kaku Ranger, puisqu'on a monsieur Kitagawa qui joue Godzilla dans le film. Donc qui jouait de la doublure de Ninja Black, en fait. Voilà. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Après, sinon, on l'a vu dans beaucoup de films, notamment américains, sino-américains. Là, récemment, il était dans le dernier Mickey Terraform Mars, où il jouait. Mais surtout, on l'a vu dans Tekken 2, donc adapté du jeu vidéo. On l'a vu dans Dead or Alive. Que des grandes œuvres. Voilà. Mais non, franchement, si vous résumez sa carrière au Tokusatsu, il a quand même fait 3 œuvres marquantes. Il a fait un Godzilla, un Ultraman et un Sentai. Voilà. C'est quand même pas rien. Ce qui est pas mal en plus pour un acteur avec des origines américaines, ce qui est un petit peu compliqué au Japon. D'ailleurs, je suis tout à fait surpris dans Kaku Ranger qu'il ait une place aussi importante que les autres, qu'il n'ait jamais vraiment distingué des autres. Parce que... C'est peut-être même lui des fois qui sauve la série, des fois, hein, j'ai l'impression. Bah, il est plus impliqué des fois en termes de jeu, il est plus investi des fois émotionnellement. Non, mais des fois il est un peu plus... il est un peu moins dans la réserve que certains. C'est plus crédible en termes d'action aussi, parce qu'on sent qu'il a une musculature que les autres, à part le rouge, quand tu le vois physiquement, il envoie quoi. Tu sens qu'il est quand même bien musclé. Tout à fait, Et alors les autres, par contre, un peu moins le cas. Hein. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il soit aussi musclé que lui, quoi. Donc voilà. Moi, je l'aime bien. Non, mais il est sympa. Il est sympa. Il a une bonne tête et tout. Donc voilà. J'espère que monsieur pourra venir en France. Ce serait bien, surtout qu'il a joué dans des films américains. Donc il a quand même une certaine carrière. Une réputation internationale. Bon, on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Bah, voilà, écoutez, c'est encore un petit Sentai là pour l'été, hein, pour se rafraîchir avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Si vous savez pas quoi faire, ben voilà, vous allez sur le site de Shoot, vous les achetez, soit les 3 séries, soit celle-là, selon ce que vous avez. Comme t'incites à la consommation, et c'est ce qu'il faut faire. Il faut encourager le support physique au maximum possible. Bon, ben, on vous remercie encore pour votre fidélité. On espère que vous passez un excellent été, hein, et que vous sortez un petit peu dehors, hein, après le tumulte de l'Euro 2016. Voilà. Donc, mon cher Jordan, quelle musique tu as le thème de Kaku Ranger. Voilà. Moi, j'aurais préféré le thème du Gashado Kuro à la guitare, mais c'est toi qui décides, c'est toi le DJ. C'est bien, mais le thème de Kaku Ranger, il envoie quoi. Voilà. Et puis c'est la tradition, depuis The Ranger, on met toujours le générique de début, donc on va pas changer une équipe qui gagne. T'as raison. Bon allez. Voilà, prenez soin de vous et transmutez-vous. Transmutez-vous.